Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Henri David Thoreau et du concept de désobéissance civile. C'est parti, générique. Henri David Thoreau est un auteur, poète, philosophe et naturaliste américain, né en 1817 et mort en 1862. Il est surtout connu pour avoir rédigé le célèbre ouvrage Walden ou la vie dans les bois, dans lequel il raconte comment il a vécu pendant près de 2 ans dans une cabane qui se trouvait au bord d'un lac en étant quasiment autosuffisant parce qu'il voulait se soustraire à la société des hommes, à la société civile. Il appartient au mouvement littéraire dit du transcendantalisme qui affirme que les hommes sont bons par nature mais c'est la société qui va les corrompre et que pour être libre et autonome, il faut vivre le plus proche possible de la nature, voire même au sein de cette dernière. Mais Henri David Thoreau, il est surtout connu pour ses idées politiques et ses différentes réflexions, puisqu'en 1849, il a publié un ouvrage majeur qui s'intitule « La désobéissance civile ». C'est un essai qui a eu un impact historique très important puisque certaines personnalités se sont appropriées les idées de Thoreau, notamment Gandhi ou Martin Luther King, et parce qu'il se place dans la continuité idéologique d'Étienne de la Boétie avec son discours sur la servitude volontaire. Avant d'analyser en détail les idées remarquables qu'il développe à l'intérieur de son essai, il convient d'aborder le contexte historique de l'écriture de la désobéissance civile. En 1846, les États-Unis rentrent en guerre avec le Mexique, suite à l'annexion du Texas qui est devenu un État américain. En parallèle, le pays pratique l'esclavagisme, qui va être aboli des années plus tard par Abraham Lincoln, un républicain. Henri David Thoreau, il ne valide ni la guerre avec le Mexique, ni l'esclavagisme. Un jour, un collecteur d'impôts vient le voir pour prélever une taxe, et Henri David Thoreau refuse de la payer parce qu'il affirme que payer cet impôt, c'est soutenir implicitement la politique que mène l'État fédéral américain, aussi bien la guerre avec le Mexique que l'esclavagisme. Par conséquent, il va passer une nuit en prison, une nuit en cellule, et le lendemain, il va être libéré parce que sa tante a payé la caution. Ça va particulièrement agacer Henri David Thoreau parce que pour lui, cette désobéissance, elle était légitime parce qu'il y avait une dissonance entre ce que faisait l'État américain avec la guerre du Mexique, mais aussi par le biais de l'esclavagisme, et les propres idées, le propre système de valeurs de Henri David Thoreau, et qu'il devait le faire, et que c'était pas grave si il passait quelque temps en prison. Ensuite, il a couché ses idées sur le papier et il a publié en 1849 de la désobéissance civile. Maintenant qu'on a vu le contexte, il convient d'aborder les différentes idées remarquables qu'il y a à l'intérieur de cet essai, plutôt court, qui doit faire à peu près 50-60 pages. Pour Henri David Thoreau, le gouvernement, le bon gouvernement, est celui qui gouverne le moins. C'est une idée qui est propre aux libertariens, du fait que l'État doit se focaliser sur ses différents pouvoirs régaliens. Mais il ne doit pas absolument légiférer sur toutes les sphères de la société des individus. Il ne prône pas non plus pour qu'il n'y ait pas d'État, ce n'est pas un anarchiste, mais qu'il y ait cette distance entre l'État et la population, parce que Henri David Thoreau affirme que les individus sont libres, autonomes et qu'ils ont leur propre système de valeurs, leur propre idéologie, et surtout ils savent au fond d'eux la distinction entre le bien et le mal, et que ce n'est pas à l'État de trancher sur ces questions-là. Donc il prône pour un recul de l'État dans la chose publique. Il doit être assez éloigné des citoyens. Pour Henri David Thoreau, il y a 2 tyrannies. La tyrannie de la majorité, qui par le biais du vote, va consacrer la tyrannie d'une minorité, les élites. Et les intérêts des élites sont parfois en totale contradiction avec ceux de la population. C'est ce qu'on avait vu dans la révolte des élites de Christopher Lasch. Le souci, c'est que pour Henri David Thoreau, ce n'est pas parce que 1000 personnes pensent une chose qu'elles ont forcément raison, elles sont dans le vrai ou même le juste. Parce qu'il y a 1000 personnes qui peuvent penser une chose fausse et une qui peut avoir raison. Le problème, c'est que nos sociétés démocratiques, ce système-là, repose sur le concept de majorité. C'est le plus grand nombre qui l'emporte. Or, c'est un biais cognitif de croire que parce qu'il y a beaucoup de gens qui valident une théorie, cette même théorie soit forcément juste, vraie ou même souhaitable. Et ça, c'était déjà ce qu'affirmait Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique.
Nos démocraties reposent sur cette faille où on part du principe que parce que 1000 personnes vont penser le concept A, eh bien ce concept A est forcément bon. Et celui qui pense le concept B mais qui est seul est forcément dans le faux, n'a pas raison. Et ça, c'est un gros problème pour Henri David Thoreau parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les hommes sont libres, autonomes, ils ont leur moralité et ils peuvent avoir raison face à l'État. Ce n'est pas parce que l'État est tout puissant, qu'il a le monopole de la violence physique légitime, qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'il y a cette hiérarchie que l'État doit faire absolument tout ce qu'il veut. Ainsi, l'État va, par le biais de son organe législatif, passer un certain nombre de normes, de règles, avec une force coercitive où tu dois respecter la loi en étant citoyen. Or, cette loi n'est pas forcément bonne, n'est pas forcément juste, n'est pas forcément dans le vrai. Et toi, en tant qu'individu, tu peux avoir ton propre système de valeurs, ta propre idéologie, et ça peut parfois rentrer en totale contradiction avec ce que va faire l'État. Il va y avoir une dissonance entre les lois de l'État fédéral et toi, ta pensée de citoyen. Le souci, c'est que vu que tu es un citoyen, tu dois payer des impôts. Et ces impôts, c'est le bras armé qui va pouvoir eh bien consacrer la mise en place de telle ou telle politique. C'est parce que tu payes l'impôt que le pays en question va pouvoir mener la réforme A ou la réforme B. Pour Henri David Thoreau, les États-Unis de l'époque, le gouvernement américain menait des politiques qui rentraient totalement en contradiction avec sa propre pensée, sa propre idéologie, aussi bien avec la guerre contre le Mexique qu'avec l'esclavagisme. Et Henri David Thoreau refusait de payer l'impôt parce que pour lui, payer cet impôt-là, ça voulait dire que implicitement, tu valides la politique qui est menée par l'État américain. Il ne dit pas qu'au sein du gouvernement, il ne peut pas y avoir des hommes justes avec un système de valeurs assez avancé, mais malheureusement, ces hommes-là sont écartés du pouvoir parce qu'ils sont animés par les intérêts de la population et que les autres élites qui vont graviter autour de lui, eux, vont être animés par leur intérêt personnel et que par conséquent, il ne va pas avoir des prérogatives importante. Donc Henri David Thoreau, il prône pour désobéir à l'État quand ce dernier eh bien, franchit une forme de ligne rouge. Il dit que tu as le droit aussi de partir dans les bois, de faire ta vie, de vouloir te soustraire à l'État et d'aller vivre avec Bambi et ses amis, tu peux, mais par contre, vu que tu as ton propre système de valeurs, eh bien si l'État dans lequel tu évolues va trop loin, tu dois pouvoir agir, tu dois pouvoir désobéir. Ce n'est pas parce que tu veux te soustraire à la société des hommes que tu dois pas lutter contre cet État qui va mener des politiques que tu trouves tout simplement amorales ou qui sont dangereuses. Ainsi, les citoyens ont trois possibilités. Soit ils vont obéir à la loi, ils vont dire bon très bien cette loi est injuste mais je vais obéir parce que j'ai peur. Et même certains citoyens vont devenir les bras armés de la mise en place de cette dite loi. Soit les citoyens, ils vont suivre la loi, mais ils ne vont pas la valider, ils vont vouloir l'amender, c'est-à-dire de participer à la vie politique par le biais du débat, de l'échange d'idées, ou même se faire élire en espérant pouvoir changer cette dite loi avec le temps. Ou alors, il y a tout simplement le fait de désobéir. On pourrait dire alors, quid du vote? Qu'est-ce que pense Henri David Thoreau du vote? Eh bien pour lui c'est inutile parce que c'est donner trop de considération à cet état-là, c'est dire oui je te reconnais, oui ce que tu fais c'est mal mais j'accepte tes règles du jeu alors que l'on ne devrait pas. Et surtout, eh bien le vote, ça peut prendre vraiment du temps pour qu'il y ait une rectification, qu'il y ait un changement de paradigme. Et on n'a pas ce temps-là, on n'a pas ce luxe. Et puis, des fois, il y a des projets qui sont mis en place directement et tu peux pas voter. On te l'impose et puis voilà. Donc, en réalité, le vote laisse une marge de manœuvre très faible. Et pour lui, c'est surtout donner une importance et une légitimité à cet État que tu ne devrais pas lui donner parce que tu veux avant tout désobéir. Or, le vote, c'est un moyen d'obéir puisque tu participes à la vie démocratique de cet État-là. Pour Henri David Thoreau, la majorité des personnes se trouvent soit dans la première, soit dans la seconde catégorie parce qu'ils sont animés par la peur. Ils vont certes ne pas valider un certain nombre de lois que passe l'État fédéral, ils vont le dire en privé, dans le cadre familial ou avec des amis, mais jamais ils ne vont eh bien, se sacrifier
créer ou mener cette désobéissance-là pour justement mettre en difficulté cet État. Parce qu'ils ont peur de la sanction, du fait que l'État a le monopole de la violence physique légitime, ou alors ils ont peur de la peine de prison. Or, pour Henri David Thoreau, la prison, ce n'est pas une sanction, au contraire, c'est une récompense. Parce que, pour lui, quand tu es en prison, parce que tu as désobéi, c'est là que tu peux exercer vraiment ta liberté. Parce que tu es logique au regard de ta propre idéologie. Alors, Henri David Thoreau, il comprend que les gens vont pas s'amuser à faire de la prison parce qu'ils ont un métier, ils ont une occupation et qu'ils sont tenus. Et justement, l'État est très fort parce que il arrive à occuper suffisamment les individus pour qu'ils soient toujours dans cette idée de production et non pas dans une réflexion qui peuvent les amener à se rebeller, à désobéir. D'autant plus qu'il y a des lois avec une forte idée de coercition. Mais pour lui, il y a des petites choses à faire au quotidien. Il ne te demande pas de mener des grandes actions. Par exemple, il affirme que quand le collecteur d'impôts vient te voir pour prélever une taxe ou ce genre de choses, tu dois pouvoir, même si tu vas payer l'impôt, discuter avec lui, remettre en question la politique, lui demander pourquoi il fait ça. Est-ce que lui, il légitime telle ou telle action qui est menée par le gouvernement? Et en faisant ça, tu vas inoculer dans son esprit le doute. Ce qui fait que le collecteur, chez lui, il va peut-être se poser des questions, voire un jour démissionner. Et si tous les collecteurs démissionnent parce qu'un certain nombre de personnes ont discuté avec eux, eh bien, il n'y aura plus de collecteurs d'impôts et par conséquent, s'il n'y a plus d'impôts, les politiques ne peuvent pas être menées par l'État. Et ça, pour Henri David Thoreau, c'est essentiel. C'est de mener des petites actions au quotidien qui vont peu à peu changer les choses. Mais alors là, tu te dis, Thoreau, il débloque complètement parce que c'est pas parce que je vais parler à mon collecteur ou aux impôts que ça va changer quelque chose. Eh bien, oui, parce que il faut une idée d'addition de ces initiatives-là. La désobéissance civile, elle repose seulement sur le fait que toi tu vas le faire, mais que ton voisin va le faire également et le voisin de ton voisin. C'est parce qu'il va y avoir l'addition de toutes ces désobéissances-là qu'il va y avoir à terme de grands mouvements qui vont se mettre en place. Ce n'est pas un acte individuel. Certes, toi, tu vas agir individuellement, mais c'est l'addition de toutes ces actions-là qui va provoquer par la suite un changement de paradigme. De ce fait, la désobéissance civile, ça s'articule autour de plusieurs choses. Un État qui mène une politique qui est injuste au regard d'idées transcendantales, de ton propre code de morale et de ta propre idéologie. Toi, individuellement, tu vas mener une action où justement t'abstenir et tu vas, par conséquent, en faisant cela, désobéir au texte législatif que tu trouves injuste. Tu vas avoir une punition, mais cette punition n'en est pas vraiment une pour Thoreau, parce que c'est là où tu trouves ta véritable liberté, ta véritable autonomie. Et parce qu'un certain nombre de personnes vont faire exactement comme toi, on peut espérer à terme un changement de paradigme politique. Henri David Thoreau traite aussi de d'autres questions, notamment celle de l'argent. Il ne faut pas avoir trop peu d'argent, sinon on risque d'être malheureux. Mais il affirme que si tu en as trop, eh bien tu seras soumis à l'État. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'argent ne te rend pas forcément libre. Tu as trop à perdre en fait quand tu as de l'argent et tu peux être moins enclin à désobéir, d'autant plus que quand tu as beaucoup d'argent, ça veut dire que tu es interconnecté dans toutes les sphères de la société, aussi bien dans l'économie que dans le politique, et par conséquent ça va être plus dur pour toi. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu es milliardaire, la désobéissance civile, elle est plus simple pour toi. Au contraire, c'est dans le dénuement le plus complet que tu es le plus libre en somme, parce que tu n'as plus rien à perdre. Or, tout le monde ne peut pas avoir ce luxe, bien entendu. Maintenant que l'on a abordé les différentes idées que développe Henri David Thoreau dans la désobéissance civile, il convient de faire des liens entre différentes thématiques et surtout d'apporter un certain nombre de critiques. Tout d'abord, on pourrait penser que la désobéissance civile est une idée qui est propre à la gauche, puisque c'est la gauche qui l'a le plus utilisé sur le terrain. On le voit encore aujourd'hui avec des groupes comme Extinction Rébellion, même si j'ai tendance à penser qu'ici on n'est pas dans de la vraie désobéissance civile parce que les actions d'Extinction Rébellion sont contre-productives
parce qu'elle touche la population directement et non pas les élites, ce qui fait que les gens n'ont pas envie de désobéir comme Extinction Rebellion parce qu'en fait ils impactent directement leur quotidien et que ça va avoir tendance plutôt à agacer tout le monde. Donc vraiment ce type d'action c'est minable, mais il est vrai que la gauche a souvent récupéré cette idée de désobéissance civile et la droite l'a toujours vu comme bien quelque chose de plutôt négatif. Pourquoi la droite ne s'est jamais approprié une notion de ce type? Parce que la droite est dans le respect de la tradition, des normes, de la coutume, de la hiérarchie. La droite a le plus souvent le respect de l'autorité et donc le respect de l'autorité de l'État. Or, l'angle mort, c'est que cette droite plutôt traditionnelle qui aime l'autorité, eh bien parfois elle peut valider des conceptions qui peuvent être liberticides parce que ça vient juste de l'État et qu'il est légitime. C'est pour ça que les idées propres à Thoreau, on les retrouve plus chez les libertariens qui prônent justement pour le recul de cet État et qui vont avoir tendance à développer un esprit et un regard critique envers l'État, parce que quand ce dernier mène des politiques liberticides ou quand il est trop présent dans les différentes sphères de la société civile, eh bien ça pose problème. Et ça, on le retrouve plutôt chez les libertariens. Le problème, c'est que le discours de Thoreau repose sur un certain nombre de failles qu'il convient d'analyser. Tout d'abord, il reproche le fait que parfois il y a une tyrannie de la majorité. Or, ce n'est pas parce que la majorité des personnes vont pratiquer la désobéissance civile que c'est forcément quelque chose de positif. Parce que Henri David Thoreau a un regard trop complaisant envers l'humain. Il pense que l'humain n'est que animé par des bons sentiments. Il sait ce qu'est le vrai, le bon et le juste. Or, pas forcément. Et d'ailleurs, c'est dans le groupe, c'est dans la masse que l'homme perd justement cette autonomie et cette responsabilité, parce que la responsabilité se dilue à travers le groupe, elle finit même par disparaître complètement, ce qui fait que quand on est dans un groupe, et on le voit dans des manifestations qui partent en vrille, eh bien il y a cette notion d'un partage des responsabilités, ce qui amène parfois à des violences ou même des débordements. Donc ce n'est pas parce qu'une majorité d'individus vont embrasser la conception de désobéissance civile qu'ils ont forcément raison. Autre critique qu'on peut apporter à Henri David Thoreau, c'est le fait qu'il écrit ça dans un contexte bien particulier, le 19e siècle aux États-Unis, et que surtout il avait un tempérament plutôt solitaire, comme on le voit dans Walden ou La vie dans les bois, puisqu'il a vécu dans une cabane et il s'est soustrait à la société des hommes, à la société civile, pendant un certain nombre d'années. Donc c'était pas quelqu'un de très sociable en soi. Et Henri David Thoreau, il parle de son expérience de la prison comme s'il avait découvert un nouveau pays dans sa cellule, que c'était là qu'il était le plus libre. Mais c'est facile à dire quand on passe seulement une nuit en prison. Il n'a pas passé plusieurs années, il n'a pas subi des pressions terribles, ni même une forme de torture. De plus, au 19e siècle, les individus étaient animés par un certain nombre de valeurs, par la conception de l'honneur, et les hommes étaient capables de mourir pour leurs idées beaucoup plus facilement que maintenant. Les hommes de cette époque pratiquaient encore le duel, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe. Le duel, c'est quand même une notion qui repose sur le fait que parce que une personne va te manquer de respect, tu vas le provoquer en duel pour rétablir ce respect perdu, cet honneur qui a été bafoué. Or, dans le processus, tu peux trouver la mort, juste parce qu'un mec t'a insulté. Donc le jeu en valait pas spécialement la chandelle, mais des hommes étaient capables d'aller jusqu'au bout, de mourir pour défendre leur honneur. Donc des hommes étaient capables de désobéir et d'aller très loin dans ce processus-là, parce qu'ils ne validaient pas des conceptions idéologiques de l'époque. On peut parler par exemple de Mishima, qui s'était suicidé parce qu'il ne validait pas la politique qui était menée par le Japon de son époque, le Japon d'après-guerre. Donc ce sont des hommes bien précis qui sont capables de faire cette désobéissance civile-là ou des sacrifices aussi importants. Or, nous vivons dans un 21e siècle où les individus sont obsédés par le confort et la consommation. Ils pensent avant tout à leur travail, à ramener de l'argent au foyer et à jouir de cet argent-là dans diverses biens de consommation. Et ils ne veulent pas perdre ça. Ils ne sont pas prêts à faire de la prison ou à désobéir ouvertement à l'État, à payer des amendes records pour des soucis d'idéologie. Il y a très peu d'hommes qui sont capables d'embrasser ce type de conception. De ce fait, il faut bien se rendre compte de ça. Les gens aujourd'hui ne sont pas capables de mener un sacrifice qui soit tel
pour des grands idéaux, ou alors c'est des gens qui viennent de sphères politiques bien déterminées. De plus, Henri David Thoreau, il n'aborde pas une problématique qui est essentielle, c'est celle du leader charismatique. Parce que, au sein de l'histoire, la plupart des mouvements de désobéissance civile ont fonctionné parce qu'il y avait un individu, un leader charismatique qui a mené cette fronde-là. On peut citer Gandhi ou Martin Luther King. Or, quand il n'y a pas de leader, quand il n'y a pas d'hiérarchie, ni même d'organisation, ça ne peut pas aller loin, parce que ce n'est pas la somme de tous ces individus-là qui va provoquer un changement. Il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait une ligne de conduite. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, où il y avait un certain nombre de revendications, de nombreux Français partageaient les revendications des Gilets jaunes. Or, ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une organisation, il n'y avait pas une épine dorsale avec un leader charismatique capable de porter les différentes idées des Gilets jaunes et de mener cette fronde-là. Donc, il faut systématiquement, de mon point de vue, qu'il y ait un personnage charismatique, un leader né, qui soit capable de transformer l'essai de cette désobéissance civile. La désobéissance civile seule ne fonctionne pas. Pour moi, c'est seulement le début de quelque chose de beaucoup plus grand qui doit être organisé d'un point de vue politique avec une hiérarchie, une organisation et un leader. Sans ça, c'est impossible. Et d'ailleurs, les exemples qu'on a historiques de désobéissance civile qui ont entraîné des changements, il y avait systématiquement un leader dans le lot. En tout cas, la désobéissance civile est une notion qui est extrêmement importante et qu'il faut connaître pour comprendre également la politique et les différents rapports de force. Henri David Thoreau est un grand auteur qui a bien abordé de nombreux concepts aussi bien politiques que philosophiques et ses textes sur la nature sont excellents. On retrouve d'ailleurs un héritage avec Sylvain Tesson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.